BFM Business, BFM Crypto, le club. Valentin Nicot nous accompagne depuis Bourse Direct. Bonjour Valentin. Bonjour Guillaume. Raphaël Bloch aussi nous accompagne pour The Big Whale, rédacteur en chef et cofondateur. Bonjour Raphaël. Bonjour Guillaume. Vous êtes à distance avec nous depuis la Suisse et vous nous expliquerez pourquoi dans un instant. D'abord Valentin, les niveaux, l'évolution des cours des cryptos, le Bitcoin toujours sous les 20 000 $ cet après-midi, après la conférence de Christine Lagarde qu'on a pu suivre en direct comme à chaque fois sur BFM Business. Bitcoin a un peu plu en ce moment, je ne voudrais pas dire de bêtises parce que chaque centième compte, le Bitcoin donc a un peu plus de 19 279 $. C'est bien ça Guillaume. Le mot, je dirais qu'il faudrait souligner, c'est indécision. Indécision parce que la semaine dernière, on en était exactement au même point. C'est-à-dire que sur tous les actifs risqués, dès qu'on commence à repartir, on revient rapidement sur les niveaux support. Comme l'intervenant précédent le soulignait, on est vraiment dans un climat du coup indécis et il n'y a pas vraiment de tendance, un marché très technique. Il en est de même sur les cryptos. Alors on a une légère détente du risque par rapport à la semaine dernière, donc un VIX qui diminuait un petit peu et un Fear and Greed Index également en légère baisse, même s'il reste dans la partie Fear. Donc on est dans un scénario attentiste, je trouve, et en attente de catalyseurs. Et ces catalyseurs, on ne sait pas encore d'où ils pourraient venir, malheureusement. Donc bien sûr, c'est éventuellement une inflation qui arriverait à son pic, mais encore une fois, on en parle maintenant depuis quasiment 3-4 mois, on ne sait toujours pas quand ça viendra. On n'en est pas à la première hausse de taux et ça n'a pas l'air d'avoir beaucoup d'impact, en tout cas pour l'instant, sur cette inflation qui continue à progresser et qui n'aide pas du tout les actifs risqués. Donc c'est des niveaux supports comme la semaine dernière qu'on peut jouer, ça c'est certain. On prend beaucoup moins de risques, bien sûr, quand on est sur une borne basse et qu'on est acheteur que quand on est sur une borne haute. Donc là, sur un support sur le Bitcoin, que ce soit autour de 19 000 et 1600 sur l'Ethereum, on peut toujours jouer avec des stops courts. Je répète encore une fois, pour le Bitcoin, en dessous de 20 500, personnellement en tout cas, j'aurais un peu de mal à rentrer à l'achat, mais sur une idée sur un trading, encore une fois, d'intraday qui marche bien, en effet, comme le soulignait Jean-Louis sur de l'intraday, on pourrait facilement faire des performances. Donc toujours avec un niveau de risque acceptable, jouer avec des stops courts, viser pourquoi pas les 20 500 sur le Bitcoin dans un premier temps et les 1800 $ pour l'Ethereum. Et éventuellement, j'avais vu graphiquement Solana, qui est maintenant une des plus grandes cryptos également, qui prend 6% sur 7 jours environ, donc plutôt bonne performance sur la semaine. Si jamais il y avait un passage des 34 $, on est autour des 33 actuellement, on pourrait accélérer puisqu'il n'y a pas trop de niveau jusqu'aux 40. Donc voilà, c'était simplement dans le screening ce que j'avais souligné pour vos auditeurs. Intéressant, des seuils techniques donc qui ne constituent aucunement des conseils d'investissement et ceux qui souhaitent investir en crypto, on le rappelle, font le choix de la diversification. Ça doit venir vraiment diversifier votre patrimoine, surtout pas s'inscrire au cœur de votre patrimoine, ça doit rester à la marge et d'investir en crypto. On le répète aussi à chaque fois que l'argent que l'on est prêt à perdre, tout cela reste extrêmement volatile et spéculatif. Merci beaucoup Valentin de nous avoir accompagnés. Valentin Nicot depuis Bourse Direct. Raphaël Bloch avec nous depuis la Suisse. Raphaël Bloch pour The Big Whale. Alors on est surpris de vous retrouver à distance depuis la Suisse. Raphaël, vous étiez il y a quelques jours à Genève et aujourd'hui c'est à Lausanne. C'est de Lausanne que vous vous adressez à nous. Pourquoi la Suisse, Raphaël ? Alors non, je suis à Neuchâtel. En fait, c'est Grégory qui est à Lausanne. Mais effectivement, vous êtes comme le président de la Fed et la présidente de la BCE, un faucon à deux têtes, vous aussi un aigle à deux têtes. Donc l'un à Neuchâtel, l'autre à Lausanne. D'accord. Exactement. Non, mais comme vous le savez, nous, notre objectif avec The Big Whale, c'est aussi d'aller découvrir les écosystèmes qui sont les plus dynamiques. Il s'avère que la Suisse est depuis plusieurs années connue pour abriter, alors justement à Genève, Lausanne, Neuchâtel et dans d'autres villes, des petits écosystèmes constitués d'entreprises, d'investisseurs et également tout bêtement d'utilisateurs. Et c'est ce qu'on a voulu aller voir sur place parce que finalement c'est ce qu'on entend beaucoup de Paris, mais c'est aussi ce qu'on a envie d'aller voir directement. Et ce qui est intéressant, c'est que la Suisse est effectivement
un pays plutôt dynamique. Alors, il y a des raisons qui sont à la fois culturelles et structurelles pour expliquer le fait que la Suisse est aussi dynamique sur les cryptos. On a parlé avec l'administration et par exemple, on sait que l'administration suisse est plutôt pro-business. Donc, quand vous avez des entreprises crypto qui veulent s'installer ou qui veulent monter un business sur place, eh bien, elles vont discuter et négocier avec la FINMA les modalités tout bêtement d'installation, de constitution de la société. Et puis on sait qu'il y a aussi une fiscalité qui est plutôt attractive, à la fois pour les particuliers et pour les entreprises crypto. Donc voilà, c'est tout ça qu'on a voulu aller voir sur place et c'est vrai que c'est très intéressant de le constater. Parce qu'en effet, ce pays attire pas mal d'acteurs de cet écosystème crypto et lorsqu'ils partent en Suisse, ils le font savoir pour expliquer que c'est forcément beaucoup mieux que la France, par exemple. Est-ce que tout est parfait, Raphaël, en Suisse ? Alors non, évidemment, et c'est aussi ça qui est intéressant, c'est que derrière les annonces, le discours, il y a évidemment encore pas mal de choses qui, entre guillemets, ne vont pas dans l'écosystème suisse. Je pense notamment à le rapport entre les entreprises de l'écosystème et les banques. On sait qu'en France, ça n'est jamais simple, ne serait-ce que d'ouvrir un compte en banque quand on travaille dans cet écosystème. Eh bien, en Suisse, c'est un peu la même chose. Alors, il y a quand même ce qu'on appelle les banques qui ont un rôle public, qui, elles, travaillent avec des entreprises de la crypto. Alors, elles leur ouvrent des comptes en banque. Sur le financement, c'est encore quelque chose d'embryonnaire. Mais voilà, il y a par exemple donc, la relation avec les banques. Et puis même sur la réglementation, les choses avancent, mais vous avez encore pas mal d'obstacles sur le chemin des entreprises de la crypto. On peut aussi le comprendre, tout simplement parce que beaucoup de projets se sont créés en Suisse et certains ont connu des destinées assez funestes, se sont crachés il y a quelques années ou quelques mois. Donc voilà, les autorités font quand même attention aux projets qui se lancent. Les banques sont plutôt méfiantes. Donc voilà, il y a pas mal de choses encore qui limitent le développement de l'écosystème crypto en Suisse. Alors, vous vous adressez à nous donc à distance depuis Neuchâtel. En Suisse, on parle toujours de la Suisse. On devrait plutôt parler de plusieurs Suisses puisque la Suisse est un État fédéral. Quelle grosse différence observez-vous entre les différents cantons suisses vis-à-vis de cet écosystème crypto ? Ouais, effectivement, ce qui peut être surprenant pour tout bêtement des gens qui ne vivent pas dans un État fédéral, c'est que vous avez l'État suisse, mais à l'intérieur 26 cantons, et certains cantons ont fait de la crypto l'une de leurs spécialités. Il y a le canton de Genève, également celui de Lausanne, de Neuchâtel, et il y en a un autre dont on a beaucoup parlé, notamment par le passé en Suisse, qui est celui de Zug. Zug, pourquoi ? Parce que ce canton a très tôt mis en place une fiscalité et une réglementation qui a fait qu'ils ont attiré énormément de projets. Je pense notamment à Ethereum, à la fondation Ethereum qui s'est installée dès 2015. Et donc voilà, ce qui est intéressant, c'est que ces cantons ont chacun développé donc des petites spécificités. Genève, ça va être plutôt le secteur financier. Neuchâtel, ça va être très Bitcoin maximaliste. Il y a beaucoup de projets uniquement focalisés sur Bitcoin. Et ces cantons se font, alors non pas la guerre, mais il y a une sorte de compétition pour essayer d'attirer le plus d'entreprises possible, d'avoir des investisseurs. Donc voilà, c'est assez intéressant de voir cette différence par rapport à un État centralisé comme l'État français. Alors vous parlez de Zug, ce canton où en effet se situe la fondation Ethereum. Ethereum qui s'apprête à réaliser son merge. Normalement ce sera la semaine prochaine. Où en est-on justement dans la montée en cadence, la montée en puissance vers le merge chez Ethereum, Raphaël ? Écoutez, il avance très bien. Toutes les dernières étapes ont été franchies avec succès. Alors bon, le jour officiel du merge ne cesse de bouger. Vitalik Buterin a expliqué, là il y a encore 2 jours, que ce serait entre le 13 et le 15 septembre. Donc voilà, ça continue de varier, mais normalement donc c'est prévu pour la semaine prochaine. Ça c'est sûr. Et finalement, ce qui est intéressant avec The Merge, c'est que c'est peut-être l'un des plus grands événements dans l'écosystème crypto de ces certainement derniers mois, voire dernières années. Et puis, ça agite un petit peu l'écosystème parce que Ethereum avait laissé monter quelques compétiteurs parce que The Merge avait pris du retard et on a eu l'occasion justement avec Grégory de discuter avec ces compétiteurs. Je pense notamment aux Français Tezos ou à Avalanche qui nous ont fait part à la fois de leurs inquiétudes et en même temps de cette espèce de distance qu'ils mettent avec The Merge en expliquant que ça n'est pas parce qu'Ethereum va devenir moins consommateur d'énergie qu'il va devenir beaucoup plus compétitif, notamment en termes de volume de transactions ou de frais de transaction.
Bon, et vous dites, ce sont des concurrents parce que ces acteurs-là ne suivent pas, enfin ne vont pas emprunter la pente du nouvel Ethereum, c'est ça? Alors non, c'est simplement que ce sont en fait des protocoles, hein. Je pense notamment à celui d'origine française, donc Tezos, qui se sont construits en ayant finalement un discours, hein, une techno qui était alors à date plus vertueux, notamment d'un point de vue énergétique, parce qu'ils travaillent déjà sur le Proof of Stake qu'Ethereum. Maintenant qu'Ethereum va passer sur justement du Proof of Stake et va consommer beaucoup moins d'énergie, c'est vrai que vu la puissance du réseau et finalement l'utilisation d'Ethereum, on peut se poser la question de l'avenir de ces blockchains qui ont réussi à prospérer sur un discours qui s'était bien bâti par rapport à des blockchains comme Bitcoin et Ethereum qui sont sur du Proof of Work. Donc voilà, c'est ça qui est intéressant et qu'on va suivre évidemment avec attention dans les semaines et les mois qui viennent. Oui, et donc les patrons de ces blockchains vous expliquent qu'en effet le passage au merge n'est pas un sujet d'inquiétude, même si donc le merge, comme eux, va passer au Proof of Stake, eux l'était déjà. Le merge vient les rejoindre sur cette dynamique, cette vision, ce protocole du Proof of Stake en tout cas, cette preuve de consensus. Mais voilà, cette compétition les inquiète pas plus que ça. Merci beaucoup Raphaël de nous avoir accompagnés, de nous avoir expliqué comment l'écosystème s'adapte en effet au passage d'Ethereum à venir la semaine prochaine au Proof of Stake. Raphaël Bloch, rédacteur en chef et cofondateur de The Big Whale, on l'a compris, donc depuis Neuchâtel, en Suisse. Il est aujourd'hui avec nous et aux côtés de cette communauté qui régulièrement fait savoir que la Suisse aussi fait partie des pays attractifs pour l'écosystème crypto. Merci beaucoup Raphaël et bonne fin de journée. Le CAC 40 en direct, toujours hésitant à tel point qu'il vient de rebasculer dans le vert, le CAC 40. Il avait plutôt mal réagi à la conférence de presse de Christine Lagarde. La hausse des taux, on vous le rappelle, historique de la BCE, 75 points de hausse de taux. On y reviendra en détail dans 10 minutes dans le club. Mais les marchés avaient initialement mal réagi et finalement, on vient de rebasculer dans le vert, notre CAC 40 en territoire positif depuis quelques instants, plus 0,17%. 6116 points, un petit coup d'œil du coup à l'euro, voir si l'euro remonte la pente face au dollar. Non, il n'en est rien, on est toujours sous la parité et du côté des taux souverains, des taux obligataires, la tension se confirme puisque la hausse de taux de la BCE est importante. On a un regain de tension quand même sur le 10 ans français, le 10 ans allemand, le 10 ans italien aussi, mais pas de pression particulière sur l'Italie aujourd'hui malgré ce resserrement monétaire supplémentaire. L'écart de taux entre l'Italie et l'Allemagne ne s'accroît pas. On est toujours sous les 230 points à l'instant d'écart de taux entre les 10 ans allemands et italiens.